Bonsoir, ceci est une annonce spéciale du gouvernement. Un groupe audacieux de voleurs armés terrorise la ville de Bénin. Les enquêtes ont révélé que cet homme, Lawrence Anen, est le chef du gang. Une rançon de 10 000 naira a été promise à quiconque fournira des informations pouvant mener à l'arrestation de ce malfaiteur. La police a dispersé mes jambes, ils en ont coupé une. Je ne les blâme pas, parce que si je n'étais pas un voleur habituel, qu'est-ce que j'aurais à voir avec la police? Qu'est-ce que j'aurais à voir avec eux? Alors je veux profiter de cette occasion pour demander au gouvernement de me pardonner. Parce que si le gouvernement me pardonne, je vais rejoindre la police maintenant pour éliminer tous les voleurs armés. Nous sommes à Benin City au Nigeria. La nuit du 1er octobre 1986, jour de fête de l'indépendance. Les rues suffoquent d'une chaleur humide, éclairées çà et là par des lampadaires vacillants. Soudain, une rafale de tirs éclate et lacère le silence de la nuit. Le convoi du commissaire de police Kasmir Igbokwe vient d'être pris en embuscade. Des balles criblent sa voiture à bout portant, brisant les vitres dans un fracas assourdissant. Les gardes du corps ripostent dans la panique, tandis que le commissaire s'effondre sur son siège, grièvement blessé. Les habitants réveillés en sursaut entendent les sirènes et les éclats de feu, pétrifiés. Une voix moqueuse s'élève dans l'ombre. « Mon ami, où est Anini ?» C'est la question que le général Ibrahim Babangida, président du Nigeria, posera furieusement à ses chefs de police quelques heures plus tard. Cette nuit-là, c'est toute l'autorité de l'État nigérian qui vient d'être bafouée. Car l'homme qui a osé humilier un pays entier en défiant ses forces de l'ordre, c'est Anini, surnommé « The Law », la loi, par dérision. En quelques mois, ce bandit hors norme est devenu une légende urbaine, un spectre insaisissable que ni les balles ni les autorités ne semblèrent pouvoir arrêter. Son nom passait de bouche à oreille, chuchotait la peur au ventre dans les marchés, les bus, les écoles. Anini. Un simple chauffeur de taxi devenu le criminel le plus redouté du Nigeria. Voici son histoire. Je vous emmène d'abord loin des braquages spectaculaires, dans un petit village reculé de la région du Bendel, au sud du Nigeria, au début des années 1960. C'est là qu'est né Lawrence Nomaniagbon Anini, autour de 1960, au sein d'une famille modeste. Il grandit sans luxe, au cœur d'un Nigeria rural. Son père décède en 1980, le laissant, lui, sa mère et ses sœurs, livrés à eux-mêmes dans un pays en pleine tourmente économique. Comme tant d'autres jeunes, Lawrence rêve de la ville pour s'en sortir. Benin City, métropole grouillante du Bendel, l'attire avec ses promesses d'argent facile. Adolescent à peine sorti de l'enfance, il débarque à Benin City et décroche un petit boulot de chauffeur de taxi. Les journées s'enchaînent sur le bitume brûlant. Il transporte des clients, mais surtout il navigue dans le chaos des gares routières appelées motor parks. Là-bas, c'est la loi du plus fort. On se dispute des places, on règle les comptes à coups de poing ou de couteau. Et dans ce bain de violence ordinaire, le jeune Anini se fait remarquer. Malin, charismatique et craint des autres chauffeurs, il devient rapidement celui qui impose le calme d'un mot ou déclenche une bagarre d'un regard. Au parc automobile, sa parole faisait loi, racontera plus tard un témoin de l'époque. Ce surnom de The Law, la loi, lui restera ironique pour quelqu'un qui va défier la loi. Dans ces parcs, Lawrence apprend la roublardise et la brutalité. Les syndicats de conducteurs sont gangrenés par la corruption, les policiers viennent leur extorquer des pots de vin au vu de tous, et les caïds locaux font régner leur ordre. Le jeune chauffeur, lui, observe et encaisse. Il découvre qu'avec un volant et du culot, on peut se faire une place dans la pègre naissante du Bendel. Vers le début des années 1980, Anini bascule dans le grand banditisme. Il commence comme chauffeur attitré pour des gangs de braqueurs de la ville. Grâce à sa connaissance quasi chirurgicale des ruelles de Benin City, il devient un atout précieux pour les criminels qui veulent échapper aux barrages de police. Lawrence conduit comme un as du volant, semant les forces de l'ordre avec un sourire en coin. Petit à petit, il gagne la confiance du milieu et nourrit de plus grandes ambitions. Le jour où Lawrence Anini décide de former son propre gang, le destin du Bendel change de cap.
Autour de lui, il recrute une poignée d'hommes de confiance. Son inséparable complice, Monday Osunbor, son ami le plus fidèle, ainsi que d'autres comparses aux noms de guerre évocateurs. Solomon, Friday, Smalley. I don't understand the business well. Time. We want to scatter the whole Benin. The whole Benin go hear we this time. The whole Benin go see Oba. Where they give us ammunition. All of them this time, man. I write their names for paper. So every one of them this time, we go scatter all of them. Scatter the whole Benin this time. I know some I don't try. Osumbo, you don't try. Back up, give her to Ofege. Osumbo. Nothing there. Apako. Ofege. This is the end. Tous sont de jeunes désœuvrés comme lui, attirés par l'argent facile dans un Nigeria en crise. Ensemble, ils commencent modestement. Vol de voitures, carjacking sur les routes, attaque de bus, braquage discret de commerce. Mais Lawrence voit plus grand. Sous son leadership, le gang s'organise avec une précision quasi militaire. Braquage de banques, attaque de fourgons de fonds, guet-apens sur les grands axes routiers, leur réputation grandit au fil des coups d'éclat. Anini est méthodique, imprévisible et férocement audacieux. On raconte qu'il planifie ses opérations dans les moindres détails, puis frappe en plein jour, là où personne n'oserait. Son secret ? Des alliés haut placés. Au cœur de la police nigériane, minée par la corruption endémique des années 80, certains voient en Anini une poule aux œufs d'or. En effet, comment un simple malfaiteur peut-il toujours avoir une longueur d'avance sur les forces de l'ordre ? La réponse tient en un nom. George Iyamu, un officier de police véreux. Ce Deputy Superintendent of Police, théoriquement chargé de faire respecter la loi, devient en sous-main le complice le plus précieux d'Anini. Dans l'ombre d'un bar enfumé aux abords de la ville, on murmure que le flic et le bandit se retrouvent certaines nuits pour échanger des informations. Iyamu fournit au gang des détails confidentiels, plans de route, itinéraires des véhicules de transport de fonds, heures des patrouilles et même des armes prélevées dans l'armurerie de la police. En échange, Anini lui reverse une part du butin volé. Cette alliance impie scelle le sentiment d'invincibilité du gang. Protégé par des taupes dans la police, Anini agit comme s'il était intouchable. Le soir, dans un cabaret de Benin City, on pourrait presque trinquer en riant de la naïveté des policiers honnêtes, si tant est qu'il y en ait. Car à cette époque, la corruption gangrène l'État nigérian, l'économie s'effondre après le boom pétrolier des années 70, le chômage explose, et même les forces de l'ordre rackettent les citoyens pour arrondir leur fin de mois. C'est le terreau parfait pour qu'un gangster soit vu par certains comme un justicier. Lawrence Anini a maintenant les hommes, les armes et les renseignements. Il aime aussi l'argent facile, les belles voitures, les costumes impeccablement taillés et les virées en boîte de nuit. On le décrit comme un flambeur, accumulant les maîtresses et dépensant sans compter. Mais derrière l'assurance, un démon veille en lui. Anini est superstitieux et peut-être moins brave qu'il n'y paraît. Pour se donner du courage, il boit beaucoup, fume sans cesse et s'entoure de gris-gris et de charmes vaudous censés le protéger. On dit qu'il porte toujours un petit sachet autour du cou, empli de poudre mystique, et qu'il a consulté des sorciers pour devenir invulnérable. Rumeur ou réalité ? Difficile à dire, mais ces détails alimenteront bientôt la légende qu'il s'apprête à forger dans le sang. 1986 est l'année où Lawrence Anini passe du statut de petit truand local à celui de cauchemar national. Tout commence par ce qui devait être un coup facile. En août 1986, Anini,
et sa bande braquent une agence de la First Bank à Sabongida Ora, une ville d'Edo State non loin de Benin City. L'attaque est violente et expéditive. Sur le sol en marbre de la banque, 2 corps gisent. Un policier en civil et un enfant pris dans la fusillade viennent d'être abattus. Bilan du vol, environ 2000 $ seulement, une somme dérisoire, presque un butin de pacotille. Mais pour Hanini, l'argent n'est déjà plus l'objectif principal. Il veut envoyer un message de terreur. Ce braquage sanglant marque le début d'une saison rouge sur le Bendel. Au cours des mois suivants, les attaques se multiplient à un rythme effréné, chaque fois plus audacieuses et meurtrières. Fin août, à un checkpoint routier, 2 agents de police tentent d'arrêter une voiture suspecte. Malheur pour eux, à bord c'est Hanini en personne. Il ouvre le feu sans hésiter. Les 2 policiers s'écroulent, criblés de balles. Quelques semaines plus tard, le gang s'en prend à un certain Albert Otoyo, chauffeur personnel d'un haut gradé de la police. Ils tentent un piège à sa Peugeot 504 sur une route secondaire, l'exécutent froidement et s'emparent du véhicule officiel. C'est une provocation directe au sommet de la hiérarchie policière. Aucun uniforme n'est à l'abri, du simple constable jusqu'au cercle rapproché des chefs. Septembre 1986. Hanini sème la mort et la peur sur son passage. 2 commerçants influents, un homme d'affaires du coin et une certaine Madame Remi Sobanjo, tombent également sous les balles du gang. Des innocents, tués apparemment pour prouver que personne n'est intouchable. Le sang coule à flot, mais l'argent volé reste secondaire, parfois dérisoire. Peu importe le magot, c'est le corps count qui compte, ironisent les journaux, en constatant que ces gangsters semblent prendre goût à la violence gratuite. C'est aussi en septembre 1986 qu'a lieu l'une des scènes les plus emblématiques de la légende d'Hanini. En plein jour, sur Wire Road à Benin City, le gang braque une station-service. Le pompiste, refusant de coopérer assez vite, est abattu sur le coup. Alors que les témoins horrifiés commencent à s'attrouper, Hanini fait quelque chose d'inattendu. Il sort des liasses de Naira, les billets volés, et les jette en l'air au-dessus de la foule. Des dizaines de billets virevoltent et retombent sur le bitume chaud. Pendant un instant suspendu, un silence stupéfait plane. Puis c'est l'émeute. Hommes, femmes, jeunes, vieux, chacun se rue pour attraper quelques précieux billets tombés du ciel. Hanini observe la scène, un léger sourire aux lèvres, avant de remonter dans sa voiture en trombe. Ce jour-là, dans l'esprit de la population locale, il cesse d'être un simple bandit. Il devient une sorte de Robin des Bois des temps modernes. Partout dans Benin City, on murmure que Hanini partage l'argent avec le peuple. Certains le comparent ouvertement au célèbre brigand anglais qui volait les riches pour aider les pauvres. Le surnom lui reste Robin Hood. Les braquages d'Hanini sont autant d'actes de propagande. Il semble vouloir incarner une vengeance du petit peuple contre un système corrompu. D'ailleurs, voilà qu'Hanini commence à écrire des lettres ouvertes pour expliquer ses motivations. Dans ses missives audacieuses, adressées tantôt aux médias, tantôt directement à la police ou à ses prochaines cibles, il annonce ses prochains coups et se donne des airs de justicier social. Par exemple, en août 1986, le directeur d'une banque de Benin City reçoit une lettre signée Hanini lui ordonnant de préparer 10 000 naira pour sa prochaine visite. Affolé, au lieu d'aller voir la police, en qui il n'a aucune confiance, ce banquier ira supplier le roi traditionnel, l'Oba de Bénin, de l'aider. Dans la ville, la rumeur court qu'on ne peut pas faire confiance à la police. Trop d'indices, trop de complicité avec le gang. Personne n'ose dénoncer Hanini, peur des représailles de sa bande, mais aussi crainte que la police corrompue ne retourne l'information contre les informateurs. Le bandit, lui, joue de cette peur et de cette sympathie ambivalente du public. Dans une autre lettre qu'il aurait adressée au président Babangida en octobre 86, Hanini prend un ton presque politique. Il y écrit, en anglais approximatif, « Dites à notre président qu'on l'aime bien, mais qu'on n'est pas heureux ici, dans le Bendel. La vie est trop chère. C'est pour ça que je redistribue l'argent que j'obtiens au peuple. » Le message est clair. Il se pose en Robin des Bois vengeur des pauvres face à l'injustice. Mieux,
ils formulent de véritables revendications. D'après Newswatch, un magazine de l'époque, Hanini exige pour arrêter ces attaques que plusieurs conditions soient remplies. Arrêter de poursuivre les innocents bandits, stopper la collusion entre la police et les syndicats véreux de transporteurs ou les sociétés secrètes, cesser d'harceler les marchandes de marché sur les routes, abolir les rackets policiers qui ponctionnent 50 kobos à 5 naira à chaque barrage routier et traiter enfin les chauffeurs et citoyens avec respect et équité. Incroyable mais vrai. C'est un gangster qui dicte au gouvernement une liste pour un Nigeria plus juste. Et ce n'est pas seulement de l'arrogance. Beaucoup de petites gens se reconnaissent dans ces doléances. Chaque chauffeur de taxi exaspéré par les bachiches qu'il doit payer à la police, chaque marchande humiliée par un soldat, peut se dire qu'enfin, quelqu'un se dresse pour venger le peuple. Évidemment, tout le monde n'est pas dupe. Beaucoup voient bien qu'Hanini n'est pas un saint. Derrière l'aura de bandit au grand cœur, la réalité est brutale. De août à octobre 1986, en l'espace de 3 mois, la presse dénombre au total 20 morts attribués à ces activités, dont 11 policiers et 9 civils. Il y a aussi des victimes dont on parle moins, des femmes auraient été violées par ces hommes, des notables kidnappés pour rançon. Eux ne voient en Hanini qu'un monstre sanguinaire, un criminel égoïste se cachant derrière des prétextes. D'ailleurs, lors de son arrestation, Hanini tentera de minimiser ses crimes. « Je ne fais que menacer les gens pour avoir leur argent. Je ne tire pas sur les gens. C'est Monday Osunbor qui tue », affirmera-t-il, rejetant sur son bras droit le pire des violences. Quoi qu'il en soit, la psychose s'installe partout. À la nuit tombée, Benin City devient une ville fantôme. Chacun se calfeutre chez soi, de peur de croiser la route d'Hanini, ou même d'être confondu avec lui. Bonsoir et bienvenue aux nouvelles. Dans un tournant sans précédent, comme une éruption volcanique, l'ancienne ville de Bénin a été engloutie par une série d'incidents de vol à main armée. Beaucoup de spéculations circulent à propos de ce gang Hanini. Certaines personnes disent qu'Hanini peut opérer à plusieurs endroits en même temps. D'autres disent qu'il est invincible et ne peut être tué ou arrêté. Pourtant, certains croient qu'il est un esprit. Qui que soit cet Hanini, il reste encore inconnu. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que les événements se déroulent. Mon nom est Julius. Comment est-ce possible? C'est ici qu'entre en jeu la part de surnaturel dans la légende d'Hanini. La population, cherchant à expliquer l'inexplicable, en vient à lui prêter des pouvoirs mystiques. On raconte sur les marchés qu'Hanini n'est pas un simple mortel, mais un esprit maléfique capable de se métamorphoser ou de se téléporter pour échapper au barrage. Des récits fantasques circulent. Un soir, la police a coincé Hanini au bout d'une ruelle, mais il s'est volatilisé sous leurs yeux, prêtant un habitant. Un autre assure que le gangster peut se rendre invisible grâce à une potion vaudou. D'autres encore affirment qu'il porte à la taille une ceinture gris-gris qui le rend invulnérable aux balles, ce qui expliquerait pourquoi il échappe toujours sain et sauf aux fusillades. Ces légendes urbaines, invérifiables, enflent avec la peur collective. Hanini devient un mythe vivant. À ce stade, son nom même prend une dimension mystique. On n'ose plus le prononcer le soir, comme on éviterait d'évoquer un démon, de crainte de le faire apparaître. This Hanini of a man, the guy is a spirit. In short, the way they say he do ban, I think the medicine is there. The people that bring medicine for is not in this state. I believe. I sure say now Yoruba land. Your people, not this get strong mercy where. So that is Now this one at the top with the vex me so. Eh? Who be Hanini? Abalu. That small boy of yesterday for the cinema. I say when I go. Is it Hanini you are calling small boy? A small boy now. You see, let me tell you. Let me just drink my drink and go away from here. Because if he come here and meet us, you are using his mouth. This is your mouth to talk rubbish about it. In short, he will beat us so that our body cannot collect it. In short, that is, if he did not kill us. Kill who? Look, let me tell you. If Hanini come here now and he see me, he go first tell me, Palayo! Look, he don't name me. Palayo! I beg get out, I'm not following you. Sole! You still sit down for here. They follow Abalu. They tell me they make papa Hanini. I know
I will fire you. Namniti Lawrence Nomajabon Anini alias the law. I go really greet you. Domo. Les journaux nigérians, eux, s'en donnent à cœur joie et vendent du papier par tonnes. En manchette, on lit des titres à sensation. Où est Anini? La presse le surnomme le roi des voleurs ou l'Outlaw King of Benin, le roi hors la loi de Benin. On croirait un mauvais feuilleton, mais c'est la réalité du Nigeria en 1986. Un seul bandit semble ridiculiser tout l'appareil d'État. L'humiliation de trop pour le pouvoir nigérian a lieu avec l'attaque du 1er octobre 1986 évoquée en introduction. Ce jour-là, en visant le haut-commissaire Igbokwe lors de la fête nationale, Anini et ses hommes ont franchi la ligne rouge. Le message était clair. Même le jour sacré de l'indépendance, même les plus hauts gradés en plein cortège officiel ne sont pas à l'abri de la loi d'Anini. Le gouvernement militaire du général Ibrahim Babangida est furieux et surtout humilié devant le monde entier. Peux-tu imaginer un commissaire de police entier abattu par de simples criminels? C'est très embarrassant. Comment va le commissaire maintenant, monsieur? Il a été transporté à l'étranger pour un traitement supplémentaire. Écoutez, ASP Georges. Monsieur. Il faut faire quelque chose de drastique à propos de cet Anini et de son gang de casse-cou. Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur. Je n'arrive pas à imaginer que l'inspecteur général lui-même ait été interrogé lors d'une réunion de l'AFC par le chef de l'État au sujet d'Anini et de son gang. Si vous me demandez, je dois vous dire que la rançon de 10 000 naïras placée sur la tête d'Anini est trop dérisoire. Je suis totalement d'accord avec vous, monsieur. Personne ne serait prêt à mourir pour une somme si dérisoire. Surtout quand tout le monde pense qu'Anini est un esprit qui peut apparaître n'importe où et à plusieurs endroits à la fois, monsieur. Que toute cette saga d'Anini a trahi toute la logique et la formation policière que nous avons eue toutes ces années. Juste hier, un informateur est venu et nous a parlé d'une opération d'Anini quelque part. Et nous avons pris d'assaut l'endroit. Avant que nous n'arrivions, ils ont dit qu'ils étaient là 5 minutes avant que nous n'arrivions. Toute cette affaire est frustrante, monsieur. Est-ce que vos autres officiers ne portent pas d'uniforme? Monsieur, c'est comme si cet Anini et son gang avaient quelque chose contre toute personne en uniforme, monsieur. Comment un seul gang peut-il narguer ainsi l'État? Dans une réunion d'urgence du Conseil militaire fin octobre, Babangida explose de colère. Il se tourne vers Etim Inyang, l'inspecteur général de la police, et lâche cette phrase devenue célèbre. « Mon ami, où est Anini ?» En langage non diplomatique, cela signifie « Attrapez-moi ce satané bandit, et vite, sinon c'est vous qui payerez. » Le président donne un ultimatum à la police. Lawrence Anini doit être capturé avant la fin de l'année, ou des têtes tomberont dans les commissariats. La machine policière, piquée au vif, se met en branle comme jamais auparavant. On dépêche à Benin City l'un des meilleurs flics du pays, le député inspecteur général Paris Osayand, réputé incorruptible et intraitable. Osayand prend les choses en main et coordonne une chasse à l'homme d'envergure nationale. Il instaure un couvre-feu sur tout l'état du Bendel. Chaque nuit, les habitants doivent rester chez eux pendant que des centaines de policiers et de militaires ratissent la ville et les alentours. Benin City en état de siège. Des barrages armés surgissent à chaque grand carrefour, on fouille les véhicules, on interroge brutalement tout suspect. La tension est partout, palpable, comme une fièvre. Où est Anini? Devient la question sur toutes les lèvres, non plus en admiration, mais avec l'espoir qu'enfin ce cauchemar prenne fin. Au sein du gang, l'ambiance change aussi. Anini reste fanfaron en public. Il continue d'envoyer ses lettres de défi aux journaux, ridiculisant la police impuissante et se posant en combattant du peuple contre l'injustice. Mais en privé, on le sait désormais traqué comme une bête. Plusieurs de ses complices ont déjà été arrêtés ou tués dans des échanges de tirs. Son bras droit, Monday Osunbor, est toujours avec lui. Mais pour combien de temps? George Iyamu, le policier complice, a été démasqué et arrêté lui aussi. Il croupit en prison en attendant son procès. Le filet se resserre. Anini, blessé dans son orgueil, devient paranoïaque.
Il se méfie de tout le monde. Il aurait même changé plusieurs fois de planque, allant de village en village sous couvert de la nuit. Mais un homme en cavale commet inévitablement des erreurs. Le 3 décembre 1986. Quelque part dans un quartier populaire de Benin City, une vieille maison en terre battue au bout d'une rue poussiéreuse d'Oyemosa Street est plongée dans l'obscurité. À l'intérieur, Anini pense être à l'abri, entouré de quelques amis et de sa maîtresse du moment. Il est environ midi, contrairement aux attentes, c'est en plein jour que tout va se jouer. Dehors, l'air est lourd et orageux. Soudain, un convoi discret de voitures banalisées encercle la maison sans un bruit. À leur bord, une équipe spéciale de 10 policiers d'élite menée par le superintendant Kayode Omonaroro s'apprête à donner l'assaut. Pas de sirène, pas d'avertissement. Ils veulent prendre Anini par surprise. Coup de bélier. La porte d'entrée vole en éclats. Des policiers lourdement armés surgissent et se déploient dans la maison. Dans une petite chambre au fond, Lawrence Anini bondit de son lit en sursaut, complètement désorienté. Sa compagne se met à hurler. En une fraction de seconde, l'instinct du criminel reprend le dessus. La traque de l'homme le plus recherché du Nigeria vient de s'achever, presque pitoyablement, dans cette modeste maison de Benin City. Les policiers exultent. Certains laissent éclater leur joie. Enfin, ils tiennent la loi. Mais leur vengeance est terrible. Fou de rage ou par pur ressentiment, l'un des membres de l'escouade vide son chargeur dans la jambe déjà blessée d'Anini pour le finir. Anini perd connaissance, baignant dans son sang. Au milieu de la cohue, une balle perdue blesse aussi une adolescente de 16 ans, Florence, qui habitait la maison voisine. Dommage collatéral oublié dans les rapports officiels. La police traîne ensuite Anini grièvement blessé jusqu'à la voiture. Plutôt que de le conduire immédiatement à l'hôpital, ils font un détour par le siège de la police à Benin City pour le présenter triomphalement au photographe, malgré son état critique. Sur les clichés d'époque, on voit Lawrence Anini, 26 ans, étendu sur une civière, le visage défait par la douleur, exhibé comme un trophée sanglant. La scène choque certains observateurs. Anini avait beau être un homme cruel, ce n'est pas une raison pour que la police lui ait bousillé la jambe avec 6 balles, ni qu'il l'ait laissé souffrir inutilement avant de le soigner, s'indigne un éditorial du Guardian Nigeria dénonçant la brutalité policière même envers ce hors-la-loi notoire. Preuve que dans cette histoire, la frontière entre justice et vengeance est ténue. Lawrence Anini est finalement transféré, agonisant, à l'hôpital militaire. Les médecins n'ont pas d'autre choix que de lui amputer la jambe gauche au-dessus du genou pour sauver ce qui reste de sa vie. Cloué sur un lit, sous bonne garde, Anini est désormais hors d'état de nuire. À la nouvelle de son arrestation, un soupir de soulagement parcourt tout le pays. Depuis Lagos jusqu'au village du Bendel, on se réjouit prudemment. Anini n'est plus dans la nature. Après des mois de peur et de rumeurs folles, l'insaisissable criminel a un visage bien réel, celui d'un jeune homme amaigri, aux traits tirés par la douleur, qu'on aperçoit aux actualités télévisées dans un lit d'hôpital. Très vite, le régime militaire veut frapper un grand coup. Babangida ordonne un procès rapide et exemplaire. On constitue un tribunal d'exception, le First Benin Robbery and Firearms Tribunal, présidé par le juge James Omo Agege. En cette fin d'année 1986, ce procès devient le spectacle du siècle à Benin City. Chaque jour, la petite salle d'audience est pleine à craquer. On se bouscule pour voir de ses yeux le fameux bandit invisible, enfin entravé et affaibli. Les journalistes sont massés, les familles des victimes aussi, et même des badauds curieux. Lawrence Anini y comparaît en fauteuil roulant, la jambe amputée enveloppée de bandages. On dit qu'il serre les dents à chaque instant tant la douleur le ronge, mais qu'il garde un air fanfaron par moments,
comme s'il savourait encore l'attention qu'on lui porte. Le procès est l'occasion de révélations fracassantes sur la collusion de la police avec le gang. Poussé dans ses derniers retranchements, Hanini décide de tout dire pour entraîner ses complices dans sa chute. Moment mémorable. À la barre, on lui demande qui l'a aidé dans la police. Hanini balaie la salle du regard, puis pointe du doigt un homme en uniforme assis parmi les accusés. Lui, le député superintendant George Iyamu, c'était mon meilleur ami dans la police, mon partenaire d'affaires. Il comptait les balles pour moi, pour être sûr que j'en ai assez pour ses collègues. Un murmure de stupeur parcourt le tribunal. Iyamu, rouge de colère et de honte, se lève en criant que c'est un tissu de mensonges, que Hanini est le diable et qu'il ment. Mais il est trop tard, le mal est fait. L'ancien officier est définitivement démasqué comme traître. Par la même occasion, Hanini confirme l'ampleur de la pourriture du système. Sans ces fuites organisées au sein même de la police, jamais son règne n'aurait duré aussi longtemps. Au bout de quelques semaines d'audience fleuve, le verdict tombe comme un couperet en février 1987. Sans surprise, Lawrence Hanini est reconnu coupable de la quasi-totalité des 8 chefs d'accusation retenus contre lui, meurtre, vol à main armée, etc. Idem pour Monday Osunbor, son bras droit, et George Iyamu, le policier félon, ainsi que plusieurs autres membres survivants du gang. La sentence ? La mort par fusillade, conformément au décret militaire en vigueur pour les faits d'armes aggravées. En prononçant le jugement, le juge Omo Agege ne peut s'empêcher d'ajouter des mots lourds de sens pour l'histoire. Hanini restera à jamais gravé dans l'histoire du crime de ce pays, mais d'une mémoire maudite. En une phrase, il résume le paradoxe de cette figure déjà quasi légendaire, promise à une gloire sinistre. Le 29 mars 1987, il est 6 heures du matin sur un terrain vague en périphérie de Benin City. Le ciel est clair, l'air déjà chaud. Une foule immense s'est rassemblée. Des milliers de personnes venues assister à l'exécution publique du roi des voleurs. On se croirait à un spectacle morbide, une foire étrange où l'on vend des cacahuètes et des boissons aux spectateurs en attente. Certains ont grimpé dans les arbres pour mieux voir. À l'entrée, des vendeurs proposent même des t-shirts Hanini 1987, comme si c'était un concert. C'est que tout le Nigeria a les yeux braqués sur cette exécution. La télévision nationale est présente pour filmer et diffuser en direct l'événement. Sous bonne escorte, Lawrence Hanini est amené sur le terrain à bord d'un camion militaire. Il est attaché, incapable de marcher, sa jambe amputée le rendant invalide. À ses côtés se trouve Monday Osunbor, ainsi que d'autres complices condamnés. Ironie du sort, celui qui se faisait appeler la loi va mourir attaché à un pilori de fortune. Les soldats fixent Hanini contre un tonneau en métal noir rempli de sable pour servir de butoir. Le jeune homme de 26 ans a le regard dans le vide. Feu! L'ordre claque. Une douzaine de fusils d'assaut crépitent en rafales simultanées. Lawrence Hanini et ses hommes sont frappés de plein fouet par les balles. Leurs corps tressaillent violemment, secoués comme des pantins, mais restent un instant dressés, retenus par les cordes qui les attachent au tonneau. Puis leur tête retombe, inerte. La loi est morte. Un murmure parcourt la foule, quelques applaudissements éclatent, puis se taisent aussitôt, comme étouffés par la stupeur. Beaucoup de spectateurs restent figés, choqués malgré tout par la brutalité de la scène à laquelle ils viennent d'assister. Après un long moment, la foule commence à se disperser en silence. C'en est fini de Lawrence Hanini. Dans un dernier sursaut de conscience, quelques minutes avant d'être fusillé, Hanini aurait demandé publiquement pardon. D'après l'Associated Press, juste avant l'ordre de tir, il a accepté la responsabilité de tous ses crimes et demandé à Dieu de le pardonner. Peut-être voulait-il partir l'âme en paix, conscient d'avoir semé le malheur. Son exécution restera en tout cas gravée dans les annales comme l'une des plus grandes séances de justice publique de l'histoire du Nigeria post-colonial. Quant à Pari Ozayand, le policier qui avait orchestré la traque, il déclara froidement aux journalistes, lorsque ceux-ci lui demandèrent s'il considérait la capture d'Hanini comme le fait d'armes de sa carrière. «
Je ne vais tout de même pas considérer l'arrestation d'un vulgaire criminel comme mon plus grand exploit, après 27 ans de service. Comme pour rappeler à tous qu'au-delà du mythe qu'il était devenu, Hanini n'était finalement qu'un bandit de grand chemin de plus, voué à tomber tôt ou tard. Le parcours de Lawrence Hanini reste un sujet de fascination, car son histoire interroge. Comment un simple chauffeur de taxi a-t-il pu ridiculiser tout un État? Était-il un être exceptionnellement malin, ou juste au bon endroit au bon moment dans un système pourri qui l'a engendré? C'est la question centrale qu'il nous laisse en héritage, celle que nous vous posons en guise de conclusion de ce documentaire. Lawrence Hanini était-il un monstre né cruel, ou bien le produit ultime d'un système gangrené par la corruption et l'injustice? Peut-être les deux à la fois. Son nom restera en tout cas dans l'histoire du Nigeria, non pas glorieux, mais comme l'avatar sombre d'une époque de chaos. Le bandit qui a mis un pays à genoux nous force, encore aujourd'hui, à regarder en face les défaillances d'un État et de sa société, et à méditer cette leçon. Tant que les gouvernants ne combattront pas la misère et la corruption, d'autres héros bandits à la Hanini pourraient surgir des ténèbres pour défier la loi, à leur manière.